Bonjour les cinéphiles. Le soleil se lève sur Cannes, ou plutôt sur Mandelieu-la-Napoule, où les logements sont légèrement moins chers et où résident beaucoup de festivaliers qui ne font pas partie de la jet set. Le 79e Festival international du film de Cannes a été ouvert hier soir. Et moi, je suis accrédité pour la deuxième année consécutive avec ce podcast. L'année dernière, j'avais rencontré plein de gens super. La critique et cinéaste et musicienne Atina Gendry, le compositeur Pierre Desprats, les cinéastes Sharon Hakim et Anne Aymon, bien sûr le collectif Sous les écrans La Dèche. C'était trop bien, trop intéressant. Et du coup, je me suis dit que j'allais reproduire cette expérience cette année. Mais comme vous l'avez peut-être remarqué, les interviews de l'année dernière, je les ai sorties en juillet parce que je suis un peu perfectionniste et que ces interviews, elles ont quand même été enregistrées dans des conditions un peu nouvelle vague, c'est-à-dire sur un coin de table avec des voitures qui passent devant, sur une plage avec du vent ou voilà, carrément dans la rue en marchant. Euh, Et donc il y avait quand même tout un travail de mixage et de montage derrière pour que ce soit un peu propre. Et voilà, c'est pas juste de la coquetterie, c'est aussi pour vraiment mettre en valeur mes invités, leur voix, ce qu'elles ont à dire, etc. Et du coup, je pense que j'ai réussi à faire ça, mais le petit problème, c'est que c'était complètement détaché de la hype cannoise, ce qui était en partie volontaire, puisque l'idée, c'était aussi de faire des interviews, des entretiens que vous pouvez réécouter même en dehors du festival, de pas faire un contenu périssable trop rapidement. Euh, mais bon, il y a quand même à Cannes ce truc de la temporalité cannoise et cet engouement annuel pour le cinéma qui dure une semaine, qui dure 10 jours. Et, euh, et ce serait dommage quand même de ne pas faire comme tous les médias et voilà, de surfer un minimum sur cet engouement à ce moment-là. Et du coup, cette année, j'ai décidé de faire exactement la même chose, d'une part, c'est-à-dire que si jamais j'enregistre des interviews, bah, je vais quand même prendre le temps de les mixer. Et en plus, comme j'ai des deadlines, on va dire, assez vénères, juste après le festival, ça sortira quand ça sortira. Mais c'est pas grave, ça fera des petits fragments de mai que je vous garde bien au chaud pour des jours moins tendres. Mais je me suis dit, pour être quand même un minimum raccord avec cette temporalité cannoise qui est quand même une réalité, certes une réalité médiatique, mais du coup, voilà, ça existe, bah, je vais faire des petits vlogs comme ça, sans mixage, sans montage ou si peu, sur le vif, où je raconte un peu ce que je vois et ce que je... et- Bon, voilà, donc ça fait partie des choses qu'il faut que j'accepte. Le côté pas propre de ces vlogs, où je vais bégayer, où je vais dire où je vais euh, dire des phrases qui sont pas parfaitement tournées. Et, euh, et voilà, juste pour vous prévenir à ce stade que ça va être subjectif, pas si réfléchi que ça, sujet à caution. Et justement, moi, c'est pour ça que je suis à l'aise hein, dans ces podcasts, que je mets aussi du temps à monter et après j'envoie le montage aux invités qui me le confirment ou qui me disent ah tiens, est-ce que ce passage-là on couperait pas tel moment, parce que ça permet aussi de prendre le temps de se réécouter et de se dire quelques jours plus tard ah tiens, cette chose-là que j'ai vraiment cru à ce moment-là, est-ce que je la pense toujours, et souvent c'est pas le cas. Et en fait, je trouve ça bien d'avoir aussi ce tamis du temps qui permet d'éviter de dire trop de conneries. Donc voilà, j'espère que je vais faire de mon mieux pour pas trop en dire, mais du coup là, il n'y a pas de filtre. Et, euh, et en plus, on pourra revenir là-dessus sur euh, une des dimensions de ce festival-là, mais c'est clair que un film qu'on voit au festival de Cannes,
ça change du tout au tout la vision qu'on peut en avoir, en bien comme en mal. Je pense qu'on peut à la fois être vraiment transporté par des choses qui nous auraient pas du tout parlé en temps normal, par tous les changements de la subjectivité que ça représente, ce festival de Cannes, et en réalité, la fatigue, c'est pas la moindre de ces technologies de changement de la subjectivité. Et moi, j'ai un souvenir une des premières fois que je suis venu à Cannes, c'était au lycée, c'était en option cinéma audiovisuel. Et on était notamment allé voir Post Tenebras Lux de Carlos Reguedas. Euh, et alors, c'est un film, je sais même pas s'il y a une histoire dans ce film, mais c'est un peu un montage de sensations, un éclair dans la forêt, des gens qui baissent dans un sauna. J'ai des souvenirs comme ça, très flous, plutôt des images, des éclairs dans la nuit. Et, euh, et en fait, sur le moment, puisque on était jeunes et on faisait un petit peu la fête la nuit, on avait la première séance le matin à 8h, enfin, ou peut-être à 9h, mais du coup, on dormait pas beaucoup pendant quelques jours. Et le fait d'avoir vu ce film-là comme ça m'avait vraiment transporté et j'avais trouvé ça absolument incroyable. Et je m'étais levé à la fin pour faire une standing ovation et j'étais vraiment, je pense, le seul dans tout le Grand Théâtre Lumière à faire ça parce que tout le monde avait été scandalisé par ce film. Il avait été hué et peut-être à juste titre, je me souviens plus très bien, mais dans tous les cas, j'avais adoré ce film sur lequel j'aurais peut-être une vision un peu différente si je le revoyais aujourd'hui dans d'autres conditions. Et, euh, et dans l'autre sens, je pense que le contexte cannois, ça peut aussi mener à une certaine cruauté envers certains films. Et voilà, notamment si on passe la journée à voir les chefs-d'œuvre du 7e art de demain. Enfin, en tout cas, il y a quand même, malgré ce qu'on dit, un genre d'exigence quand même dans ce festival-là. On voit quand même toute la journée des films qui sont censés être plutôt bons. Et donc, très rapidement, si on voit un film un petit peu moins bon, bah, ça va être le pire film de l'année. Enfin, moi, j'avais beaucoup aimé l'année dernière History of Sound. J'aimerais bien revenir là-dessus. Qui s'était fait allumer par la critique, qui s'était fait complètement descendre. Moi, j'avais trouvé ça très beau, hein, enfin, très, très délicat, très bien ciselé, mais voilà, je pense qu'en partie parce que c'était Cannes, il s'était fait complètement descendre. Et donc, voilà, non seulement dans ces vlogs, je suis subjectif et j'ai pas de recul et j'ai pas le temps de réfléchir, parce que moi, quand j'écris en tout cas des critiques de cinéma, j'aime bien quand même revoir le film au moins une fois pour être bien sûr d'avoir vu ce que j'ai vu et de penser ce que je pense. Mais là, ça va clairement pas être possible. Si je trouve le temps de manger et de dormir, franchement, je suis content. Et voilà. Et garder à l'esprit que les projections cannoises, bah, c'est pas non plus la vraie vie et ça crée des fois des effets de réception qui sont un petit peu bizarres. Et alors, pour commencer tout de suite avec la mauvaise foi, avec la subjectivité, le film d'ouverture, La Vénus électrique, de Pierre Salvadori. En vrai, j'en attendais pas grand-chose, donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal, plutôt mieux, même vraiment mieux que les tout derniers films d'ouverture. C'était assez chouette en vrai, ce petit Nightmare Alley vaudevillesque. Mais voilà, c'était pas non plus le film du siècle. Bon, on ne demande pas au film d'être constamment le film du siècle. Mais moi, ça m'interroge un peu quand même, en ouverture du Festival de Cannes, d'avoir, j'ai l'impression malgré tout, un certain manque d'ambition. Parce que c'est quand même quelque chose d'incroyable. Tu montres un film en ouverture du Festival de Cannes, c'est-à-dire qu'à la cérémonie d'ouverture où est présent le gratin du cinéma mondial, des réalisateurs de toute nationalité. Là, il y avait Peter Jackson,
Il y avait tout le jury du festival, il y avait... Enfin voilà, il y a vraiment, on va dire, même si c'est pas exactement ça, mais les cinéastes majeurs de d'aujourd'hui, tu peux tous leur montrer un film, et c'est un pouvoir incroyable de choisir un film que, entre guillemets, tous, entre guillemets, parce que c'est pas non plus le centre du monde, mais c'est un peu ça quand même, le Festival de Cannes. Tu peux donner à un film une visibilité que presque aucun autre film, enfin tu peux le propulser de façon complètement incomparable, et tu choisis un petit vaudeville bien écrit, bien ficelé, voilà, ça marche, tous les acteurs sont très bons, voilà, on passe une bonne soirée. Mais voilà, est-ce qu'il ne faut pas un peu plus d'ambition? Et je me dis ça notamment parce que juste avant la cérémonie d'ouverture, il y avait en Cannes Classics la projection du Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro, un chef-d'œuvre absolu. Et là, je parlais des projections cannoises, et le revoir, voilà, comme ça, sur un écran géant en 4K avec Guillermo del Toro juste derrière, c'est sûr que voilà, ça fait quelque chose, mais c'est aussi un film, enfin c'est aussi un grand film antifasciste, et on en a un peu reparlé, enfin Del Toro en a un peu reparlé à mots plus ou moins couverts, en disant voilà, c'est un film qui est plus actuel que jamais. Et ouais, c'est un film hyper audacieux sur ça, qui montre c'est quoi la violence du fascisme, et pourquoi pas montrer un film comme ça. Je sais pas si on fait encore des films comme ça, mais un film qui a un peu plus d'ambition en ouverture du Festival de Cannes, et j'ai constaté que ça fait depuis... en fait, la dernière fois que c'était pas un film français qui a ouvert le Festival de Cannes, c'était en 2019. Donc voilà, c'est un des signes aussi du francocentrisme de ce festival, d'autant que c'est des films qui sont souvent pas très pertinents, on va dire. L'année dernière, c'était Partir un jour, donc là, je vous renvoie à la critique absolument impeccable de Lorraine Marx sur son Instagram. J'ai absolument rien à ajouter. Il y a une année, c'était Jeanne du Barry, de Maïwenn, qui est... alors non seulement c'est vraiment une ode, vraiment une déclaration d'amour à tous les porcs qui avaient été balancés quelques années plus tôt, puisqu'il y avait Johnny Depp dans le rôle du roi, et s'il y avait Johnny Depp, c'est que en fait Gérard Depardieu avait refusé le rôle. Voilà, donc il y a cet aspect-là, donc, qui dit aussi quelque chose politiquement. Et par ailleurs, c'était un film complètement affligeant, avec pas une seule idée de cinéma en 2 heures de film. Et j'ai regardé le film en entier. Alors certes, à un moment, j'ai mis x2, mais voilà, j'ai quand même regardé le film pour vérifier s'il n'y avait pas une idée à un moment. Mais en tout cas, moi, j'ai rien vu. Voilà, n'hésitez pas à me dire si j'ai raté quelque chose. Et donc en fait, les films d'ouverture, c'est un signe de ce francocentrisme, mais qu'on retrouve aussi en compétition officielle, puisque cette année, on a 5 films sur 22 qui sont français. Donc ce chiffre, on l'a en regardant la nationalité des réalisatrices, mais en réalité, si on regarde les équipes et les productions, les coproductions, je pense qu'on est bien au-dessus de ça. Et ça interroge quand même ce manque de diversité dans ce qui est censé être justement le grand festival international du cinéma. Donc ça, c'est un peu un cliché qu'on ressasse à toutes les cérémonies d'ouverture. Il y a une spectatrice coréenne qui regarde un film brésilien ou inversement, et ce genre de rencontre, ça peut avoir lieu qu'à Cannes. Et oui, ok, mais le manque de diversité de cette édition en particulier, elle a été déjà beaucoup soulignée. Il y a un article de Mediapart qui est sorti et qui rappelle que les 2541 longs métrages envoyés au comité de sélection cette année, environ 1000 titres de plus qu'il y a 10 ans, provenaient de 141 pays. Donc voilà, il y avait très largement la possibilité de proposer 22 films qui viennent de 22 pays différents en compétition,
et il y aurait encore eu 120 pays pas représentés. Mais non, il y a 5 films français, et comme d'autres l'ont déjà remarqué, il y a notamment 2 continents qui existent, qui s'appellent l'Afrique et l'Amérique du Sud, et qui ont été un peu oubliés en fait pour cette édition, en tout cas en compétition officielle. Voilà, mettons plutôt 5 films français, et en plus parmi ces films français j'ai pas osé regarder combien étaient parisiens, mais voilà, il y a comme un genre de biais. Il y a 5 femmes aussi cette année en compétition, c'est autant que de films français, donc vous tirez les conclusions que vous voulez de cette information. Et plus sérieusement, donc cet article de Mediapart, il est signé, que je dise pas de bêtises, Donatien Huet et Ludovic Lamant. Je lis un petit bout. Cette diversité, donc la diversité des 141 pays qui ont envoyé des films à Cannes, manifestement n'a pas sa place en compétition. Aucun film latino-américain n'y a trouvé place après la sélection de l'Agent secret en 2025. L'Agent secret, bien sûr, un chef-d'œuvre que vous pouvez redécouvrir. Alors que la bascule à l'extrême droite de plusieurs pays, le Chili de Cast, après l'Argentine de Milei, fragilise des industries nationales qui attendent beaucoup des festivals étrangers. Pas plus que des films thaïlandais, chinois ou singapouriens qui se sont épanouis en compétition dans un passé récent. Depuis le début de l'ère Frémo, en 2001, c'est la 2e compétition la moins diverse. Le délégué général a choisi de reléguer cette diversité dans la sélection Un certain regard. Celle-ci a gagné en cohérence ces dernières années, moins fourre-tout que durant les années 2010, plus attentive au cinéma d'Afrique notamment, sélectionné en 2025 Un jour avec mon père du Nigérian Akinola Davis Jr., sorti en salle en mars, qui aurait sans doute mérité la compétition. Thierry Frémaux explique avoir réorienté cette section vers des premiers films, vers un cinéma plus planétaire, plus universel. Si le concept de cinéma universel peut surprendre, à l'heure où s'affirment de manière de plus en plus affûtée des regards situés dans les arts, on y verra bien cette année des œuvres de pays rares sur la carte du cinéma, du Népal au Costa Rica en passant par la République centrafricaine, et autant de propositions de décentrement. Mais voilà, c'est vrai que il y a aussi en fait une différence de prestige entre les différentes sections, et on voit bien ça quand Frémaux dit que c'est aussi pour les premiers films en fait. Un certain regard. Les premiers films, ils sont avec le cinéma plus planétaire, donc ça interroge un peu. Et c'est comme si c'était un cinéma mineur, minorisé, minoritaire, qui n'aurait pas sa place dans la grande compétition cannoise. Et je pense qu'il faut en fait s'interroger aussi sur la perception du cinéma qu'on a et l'histoire du cinéma qu'on se raconte, qui fait que des histoires de bourgeois à Paris, ça fait du plus grand cinéma que la vie dans n'importe quelle région du sud global. Et voilà, si on considère que les grandes références du cinéma, du grand cinéma, c'est Truffaut, Garrel, Honoré, vous mettez qui vous voulez en vrai dans cette liste. On va continuer à filmer des histoires d'amour en huis clos dans des Haussmanniens. Et je dis pas que ça peut pas être beau ou intéressant, et moi aussi j'adore les chansons d'amour et la peau douce, mais il faudrait peut-être penser à voir autre chose, et là en l'occurrence occulter des continents entiers, c'est quand même chaud, voilà, pour pas dire autre chose. Et en fait le pire, c'est que cette espèce de franchouillardise, c'est pas seulement dans les films français. J'ai l'impression que cette année ça va être le problème de pas mal de films en compète, même qui sont pas réalisés par des réalisateurs français. Par exemple, Histoire parallèle de Farhadi, qui se passe à Paris, pareil, avec ce casting très franco-français, Vincent Cassel, Isabelle Huppert, j'ai oublié lesquels il a pris, mais enfin voilà, il a vraiment pioché dans les 15 acteurs qu'on voit partout, et il nous fait un film qui a l'air très franchouillard. Après, j'espère qu'il va en faire quelque chose d'autre, parce qu'il y a toujours cette possibilité d'en faire quelque chose d'autre, quoi, de ces huis clos confortables et bourgeois. Et je pense notamment à Caché de Haneke, qui est vraiment pour moi le chef-d'œuvre du genre, où en fait c'est ça commence un peu comme une histoire avec Daniel Auteuil qui a une très belle situation, une très belle maison dans Paris, etc.
Et en fait, c'est un film qui va vraiment montrer tout le déni colonial qui sous-tend la société française d'une façon absolument géniale. Et je pense aussi à Nadav Lapid quand il avait fait Synonyme, où là aussi il joue avec tout cet imaginaire du cinéma d'auteur français, où on se dit des grandes phrases dans des grands appartements, mais pour un peu déconstruire ça et un peu ajouter une inquiétude dans cette trame-là. Donc on peut en faire quelque chose de fort aussi, donc j'espère que ce sera le cas de ce film. Et pour conclure quand même ce premier vlog sur une note positive, je vais parler des films que j'attends, que j'ai hâte de découvrir dans cette édition. Alors en compétition officielle, il y a d'abord L'Inconnu de Arthur Harari. En fait, je connais très mal le travail de Arthur Harari. J'avais pas vu Onoda, dont tout le monde a parlé il y a quelques années. Mais j'ai lu en préparation du festival la BD de son frère Lucas Harari, qu'il a co-scénarisé et dont est adapté le film L'Inconnu. Et ce que je peux dire, ce que mon ressenti, c'est que cette BD, elle est absolument géniale. C'est vraiment un récit fantastique, dans le sens du genre fantastique, qui est vraiment qui trouve un équilibre entre parler de plein de sujets existentiels. Il y a la judéité qui est très importante aussi dans ce récit, tout en gardant une intrigue qui est complètement divertissante, qui happe entièrement le lecteur, qui fait sentir plein de choses. On traverse plein d'émotions en lisant donc le cas David Zimmerman. Je crois que j'ai pas donné le titre de cette BD, donc que je vous conseille à tout point de vue. Mais voilà, là il y a un peu le défi de l'adaptation cinématographique. Est-ce que ça va passer à l'écran? On sait que d'habitude c'est les œuvres littéraires médiocres qui font les plus grands films, quand les chefs-d'œuvre de la littérature, c'est toujours très très compliqué à adapter. Et donc je souhaite à Arthur Harari de réussir la transition entre chef-d'œuvre de la BD et chef-d'œuvre du cinéma. Ce serait bien qu'il y ait un bon film fantastique qui fasse un peu l'événement cette année, puisqu'il y en a plusieurs en compétition. Il y a aussi Ship in the Box de Hirokazu Koreeda, qui a l'air d'être un peu entre AI et intelligence artificielle de Spielberg et Blade Runner, en tout cas par rapport au roman de K. Dick, les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, qui met un peu en parallèle la condition animale, la condition des androïdes imaginaires, et dans le cas de Ship in the Box, je crois qu'il y a un truc aussi sur la condition de l'enfant. Donc ça peut être extrêmement intéressant. Il y a aussi Hope de Na Hong-jin, qui est une histoire d'extraterrestre. Donc voilà, je suis toujours client. Même si maintenant à Cannes, je me méfie un peu, parce que pour The Substance, j'avais été vraiment hyper hypé par le pitch d'un film d'horreur féministe, etc. Et que j'avais trouvé ça vraiment pas terrible. Et ce que je trouve un peu triste, c'est que c'est devenu un peu le symbole d'un renouveau du cinéma d'horreur. Alors que pour moi, ça, c'est vraiment dans la même catégorie que ce qu'on a appelé la elevated horror, c'est-à-dire en fait une forme de gentrification du genre et une façon de reprendre des codes de films plus ou moins fauchés, underground, marginaux des années 60, 70, 80, 90, et de les rendre en fait acceptables à une certaine esthétique de cinéma d'auteur. Et c'est uniquement en passant par ce filtre esthétisant qui finalement leur fait perdre beaucoup de leur charge dans tous les sens du terme, esthétique, politique, etc.
que ces films, ils sont, que cette esthétique, que ce genre de l'horreur, il devient largement acceptable. Et ouais, pour The Substance, très clairement, ça s'inspire des films de Brian Yuzna, de Frank Henenlotter, mais voilà, pour moi, c'est infiniment moins audacieux que ce qu'ils ont proposé dans les années 90. Et donc voilà, j'espère que on va pas avoir des phénomènes comme ça, même si je sens que c'est un peu dans l'air du temps. Autrement, en compétition, il y a bien sûr d'autres réalisatrices que j'aime bien. Almodovar, évidemment. On va bien voir ce qu'il nous propose. Moi, j'ai plutôt bien aimé les derniers films d'Almodovar. Donc voilà, même si c'est pas le sommet de sa carrière, je pense qu'on va passer un bon moment. Léa Mysius, j'avais adoré Ava. Un petit peu moins Les 5 Diables, mais voilà, je suis hyper heureux qu'elle soit en compétition. Pareil pour Ira Sachs, un grand réalisateur qu'on voit pas assez, dont on parle pas assez. Et ensuite, il y a beaucoup de gens dont je connais le nom, mais dont je connais en fait pas tellement le travail. Et donc ce sera l'occasion de le découvrir. Dans la section Un certain regard, en fait, c'est surtout l'ouverture. Ce soir sera projeté le film de Jane Schönbrunn, qu'on m'a vendu comme Portrait de la jeune fille en feu, rencontre vendredi 13. Donc si c'est ça, c'est potentiellement le meilleur film de tous les temps. Mais là encore, je me méfie de mes attentes parce que pour The Substance, ça m'avait joué des tours. Et on va voir, même si je pense que ça peut pas être aussi terrible parce que Jane Schönbrunn, j'avais quand même beaucoup aimé ses précédentes propositions. We Were All Going to the World's Fair, c'était ça, son premier film qui remobilisait tout un imaginaire d'horreur d'internet, creepypasta, qui n'avait pas encore été traduit cinématographiquement, et j'ai trouvé ça vraiment réussi. Le suivant, il m'avait un petit peu mis mal, I Saw the TV Glow. J'avais beaucoup aimé plein de choses, mais sans spoiler, cette idée que c'est trop tard, je crois qu'elle me met mal. Je pense que j'aurais bien aimé à un moment un petit rayon de soleil qui dit que c'est jamais trop tard, quoi. Mais bon, c'est ça aussi, le cinéma d'horreur, bien sûr. Donc trop hâte de ce film. J'avais noté quoi d'autre ? En séance de minuit, je suis curieux du nouveau Bertrand Mandico et surtout de Jim Quinn, de Marco Nguyen et Nicolas Atané, avec un pitch qui ne peut que faire un film incroyable. En gros, tout le monde est pédé et il y a une nouvelle maladie qui s'appelle l'hétérose. C'est le fait de devenir hétéro, donc voilà. J'achète, bien sûr. Pour ce qui est de la quinzaine des réalisateurs et de la semaine de la critique, j'avoue que je connais pas grand monde, mais j'attends quand même avec beaucoup d'impatience à la semaine Gradiva de Marine Atlan. Donc Marine Atlan qui a été chef opératrice de beaucoup de films très remarqués de la jeune génération de réalisatrices françaises ces dernières années, et notamment du chef-d'œuvre Les Reines du Drame d'Alexis Langlois. Donc très hâte de voir sa proposition, d'autant que le film suit une classe de lycéens à Pompéi. Et c'est vrai que Pompéi, quand j'y étais, je me suis fait cette réflexion que c'est un endroit extrêmement cinématographique et qui a été relativement peu investi par le cinéma par rapport à son potentiel. Et donc je suis extrêmement ravi qu'elle ait tenté cette aventure. Et puis à la quinzaine, j'ai surtout remarqué 2 documentaires qui ont l'air incroyables. Donc je vous lis vite fait le résumé de Once Upon a Time in Harlem de William et David Graves, qui sont père et fils.
Par une soirée d'été en 1972, plusieurs figures majeures du mouvement artistique Harlem Renaissance sont réunies dans la maison de Duke Ellington. Pendant plusieurs heures, cette assemblée, dont beaucoup ne s'étaient pas revus depuis 50 ans, évoque le passé, débat, s'oppose, rit et boit, tout en questionnant sa place dans un paysage culturel en pleine mutation. Et puis Gabin de Maxence Voiseux. Dans le nord de la France, Gabin, le petit dernier de la famille Jourdel, est destiné à reprendre la boucherie de son père. Tiraillé entre loyauté familiale et envie d'échapper, il a d'autres rêves, dresser une vache de concours, devenir éleveur canin, sauver la ferme de sa mère de la faillite. Gabin nous plonge dans la vie de ce jeune garçon de ses 8 à 18 ans. Et donc 2 documentaires qui ont à voir avec la longue durée, donc que ce soit cet incroyable projet Once Upon a Time in Harlem qui a l'air... je pense que là, le poids du temps, donc à la fois tous ces artistes qui se retrouvent 50 ans après et nous qui les voyons quasiment environ 50 ans plus tard encore. Et cet autre projet qui parle aussi du temps long, mais sur une autre échelle, sur l'échelle de la vie d'un ado. Et ça, c'est des choses... C'est des choses qui me touchent aussi, donc j'ai hâte de voir comment ces films nous font comme ça traverser le temps. Et enfin, la sélection Cannes Classics, donc c'est des films de patrimoine qui sont souvent restaurés. Il y a des choses qui s'annoncent absolument incroyables, notamment une version restaurée complète en 4K des Diables de Ken Russell, et donc ça va vraiment être un événement, puisque ce film il avait été censuré, ou du moins il n'avait pas été entièrement sorti par la Warner pendant des décennies. Il avait été laissé de côté, laissé dans le placard, et donc là il y a cette sortie du placard en quelque sorte des Diables qui va être incroyable. Pour l'instant j'ai pas eu de place pour cette séance, mais voilà, j'aimerais bien être là quand ça arrivera. Et puisque Cannes Classics, c'est aussi des films sur le cinéma, il y a un documentaire de Jean-Gabriel Perriot, donc qui est un réalisateur absolument incroyable. Allez voir notamment ses courts-métrages si vous arrivez à en trouver, qui fait un film sur Michel Firck, qui pour moi n'était que le nom de la librairie à côté de la Parole errante à Montreuil, et qui était critique de cinéma et militante, voilà, qui a vécu jusqu'au bout ses convictions. Donc ça risque d'être un très beau, très beau film là aussi. Et voilà, je vais rendre l'antenne parce que j'ai déjà pas mal parlé pour quelqu'un qui a vu presque aucun film. J'espère que ce vlog est à peu près audible et à peu près cohérent, parce que je l'ai un peu pris et repris. Là il est 13h30, je me dirige vers la masterclass de Claire Denis à la Quinzaine. Ça va être incroyable. Mais ouais, j'ai commencé à 8h ce matin ce vlog, voilà, ça commence. Donc voilà, j'espère que ça a du sens, j'espère que vous l'aurez apprécié. À très bientôt pour de nouvelles aventures cannoises. Bonjour les amis, nous sommes le 15 mai en début d'après-midi, et je crois que c'est le moment de faire un premier point d'étape avant d'être littéralement submergé de pellicules et de ne plus se souvenir de rien dans ce festival. Vous parler des quelques films que j'ai remarqués, qui m'ont particulièrement plu ou intéressé à ce stade. Et en fait, tout d'abord, un truc auquel j'ai réfléchi là dans ces premiers jours de festival, c'est la place de la pop culture au Festival de Cannes. Alors, est-ce que ça veut encore dire quelque chose, la pop culture, dans la mesure où ça fait déjà quand même un certain temps que culture savante et culture populaire, c'est plus vraiment des trucs qui existent, et ça s'entrecroise en permanence, et même dans les œuvres les plus élitistes aujourd'hui, il y a un moment, une chanson ou une référence ou quelque chose qui est de la pop culture entre guillemets. Donc en fait, il y a
pas vraiment de frontières, les frontières n'ont jamais vraiment existé, et y compris à Cannes, qui est un lieu bien sûr d'élitisme cinématographique, où on s'imagine qu'il n'y a que des films en noir et blanc, en allemand, comme Fatherland. J'en profite pour caser Fatherland de Paweł Pawlikowski, que j'ai vu, et qui est un très bon film, qui est hyper bien mis en scène, sur Thomas Mann, juste après la Seconde Guerre mondiale. Vraiment un très très beau film en compétition officielle, mais qui correspond, n'empêche, un peu à ce cliché-là du film cannois, voilà, un peu austère, magistral, voilà, qui parle de culture savante. Ici, un grand auteur allemand, prix Nobel de littérature, voilà, en conflit avec la mémoire tourmentée de son pays, voilà, un grand drame qui a de l'ampleur, qui est très beau, mais voilà, c'est vrai que c'est plutôt ça qu'on associe au Festival de Cannes, plutôt que des formes plus populaires, même si il faut toujours le rappeler, Shrek et Shrek 2 ont été présentés en compétition officielle à Cannes. Voilà, c'est des films qui auraient pu gagner la Palme d'Or. Alors, est-ce qu'il y a eu une régression depuis ces années-là? C'est pas impossible. Mais n'empêche qu'il y a cette image d'un Cannes élitiste, d'un Cannes de haute culture, de films en noir et blanc, pas évident. Et j'ai l'impression que le festival essaye un petit peu de casser ça par plusieurs bouts. Et par exemple en donnant une palme d'or d'honneur à Peter Jackson, ou en projetant en séance de minuit Fast and Furious, le premier Fast and Furious. Alors j'ai trouvé ça intéressant parce que dans les deux cas, quand Peter Jackson a reçu sa palme d'or, et quand, en l'occurrence, c'était Vin Diesel qui a beaucoup parlé au début avant la séance, avant la projection de Fast and Furious, dans les deux cas, il y avait comme une incrédulité de se faire reconnaître par cette institution qu'est le Festival de Cannes. Et en fait, notamment après des décennies de non-reconnaissance. Même si c'est intéressant parce que à la fois Peter Jackson et Vin Diesel, ils sont passés à Cannes au tout début de leur carrière. Peter Jackson au marché du film pour faire produire un de ses premiers films. Alors je me souviens plus duquel, vous me pardonnerez, mais à la fin des années 80, il est passé au marché du film. Et d'ailleurs, c'est une anecdote qu'il a racontée lors de la longue interview, alors je sais plus comment ils appellent ça, rendez-vous avec Peter Jackson. Il a raconté ça, que il était venu à Cannes pour vendre son film, et en fait à un moment il s'est fait refouler par un vigile parce qu'il était en short, et voilà, c'est pas le bon dress code, et donc il a été confronté quand même aussi à cette exclusion un peu inhérente au Festival de Cannes, qui concerne d'ailleurs pas que le cinéma et les films, et on va exclure un certain nombre de films pour garder que la crème de la crème, et un certain nombre de titres élitistes, de grand art, etc. Mais en fait, c'est une exclusion qui touche aussi les gens, et en fait, si t'as pas la bonne accrède, si t'as pas le bon look, si t'as pas la bonne attitude, bah tu peux pas rentrer, en fait. Donc c'est quand même intéressant, ce truc-là qu'il ait été confronté à ce rejet-là. Et Vin Diesel, c'est pareil, en fait, il a présenté un court-métrage à Cannes qu'il a réalisé dans les années 90. Et juste avant donc la projection de Fast and Furious, c'est quelque chose qu'il a rappelé. Il y avait Thierry Frémaux et Vin Diesel qui a fait son discours extrêmement emphatique, extrêmement théâtral. C'était un super discours. Enfin, vraiment, j'ai été assez bluffé par cette façon qu'il avait comme ça de tenir tout le grand théâtre lumière avec son micro. Et c'était hyper dramatique comme moment. Il s'est vraiment adressé à Thierry Frémaux sur scène, alors que lui, il était du coup dans la salle parmi les places réservées de l'équipe. Et il a dit: Thierry, et donc au déjeuner, tu m'as rappelé que donc moi j'avais commencé à Cannes, en fait.
mon premier film, donc je l'ai montré à Cannes dans les années 90, je crois que c'était en 95. Et donc, quelque part, je suis né à Cannes. Et donc, ça m'a intéressé, ça, parce que j'ai l'impression qu'en effet, il y a un peu ce côté-là du récit, que le festival se donne de lui-même, que tout est né à Cannes, en fait. Que, voilà, Le Seigneur des Anneaux, il y a une première version qui a été présentée à Cannes. En fait, voilà, ça a commencé à Cannes. La carrière de Vin Diesel, elle a commencé à Cannes. Et Thierry Frémaux, il aime beaucoup faire ça, dire tel et tel truc, ils ont commencé à Cannes. Et en fait, ça me rappelle... j'avais comparé dans un petit texte que j'avais écrit le Festival de Cannes avec l'École normale supérieure. Et ça me rappelle certains normaliens qui aiment bien rappeler que en fait, tout a commencé à l'ENS. Et tiens, oui, Jean-Paul Sartre, en fait, la première fois qu'il a prononcé ce discours-là, c'était à l'ENS en 1955, machin. La première fois que Samuel Beckett et trucs, ils se sont rencontrés, c'était à l'ENS. Voilà, il y a un peu ce truc de l'institution qui se raconte elle-même comme source de tout. Et donc, il y a vraiment ça avec Cannes. Et en fait, je trouve ça intéressant avec la culture pop et des objets de culture pop tels que Le Seigneur des Anneaux et Fast and Furious, de maintenant, aujourd'hui en 2026, un peu s'accaparer l'origine de ça, dire en fait mais ça a commencé avec nous tout ça, alors même qu'il y a quand même eu une forme de négligence du festival envers ses formes, en tout cas dans les 2 dernières décennies. Et en fait, dans les 2 cas, pour Peter Jackson et pour Vin Diesel, il y a une fierté dans le fait d'être célébré à Cannes, évidemment. Ils étaient contents d'être là. Mais j'ai senti aussi une forme de gêne et limite peut-être une forme peut-être de rancœur, de se dire voilà, maintenant on nous célèbre ici, maintenant on a une séance spéciale, maintenant on a une palme d'or, mais pourquoi pas avant en fait. Et voilà, je trouve ça intéressant du coup cette espèce de chorégraphie entre exclusion et maintenant acceptation, inclusion, revendication des objets culturels les plus pop. Donc moi j'attends, Thierry Frémaux, si tu m'écoutes, la double séance Cannes classique, Shrek et Shrek 2, voilà, je suis disponible pour la présenter. Et cette question de la pop culture, elle se pose également dans le film de Jane Schönbrunn, Teenage Sex and Death at Camp Miasma, présenté en ouverture d'un certain regard, et que j'ai trouvé magnifique. Enfin, je sais pas si je pourrais en parler. C'est un peu ce que je disais dans le premier épisode. Pour en parler bien, il faudrait que je le revoie et que je le revoie. Mais sur cette question de l'amour d'objets cinématographiques, pop, complètement dévalués. Donc dans le film, c'est une franchise d'horreur des années 70, il me semble, dans le film. Le premier film était vraiment culte, et ensuite, comme beaucoup de franchises qu'on connaît, il y a eu beaucoup de suites. Voilà, commerciales, considérées comme hyper nulles. Et donc il y a cette jeune réalisatrice un peu Sundance, un peu woke, qui décide de continuer la franchise et de reprendre l'actrice qui était dans le tout premier film, qui est interprétée par Gillian Anderson, l'agent Scully, bien sûr. Et donc ça fait un film flamboyant sur ce que c'est la cinéphilie, sur ce que c'est l'amour pour le cinéma bis, pour le cinéma d'horreur. Et en particulier, j'ai trouvé ça extrêmement fin sur l'amour pour des objets problématiques quand on est entre guillemets woke ou quand on est queer. Voilà, comment on fait pour aimer, je sais pas, le silence des agneaux alors que c'est très clairement transphobe. En fait, on peut se le réapproprier. On peut très clairement en avoir une lecture progressiste, même si voilà, ça peut nous mettre dans un endroit d'inquiétude
et de doute. Et ça, j'ai trouvé ça hyper bien réalisé, hyper bien dit dans ce film-là. Voilà, c'est un film qui parle de cinéma, un film qui parle de désir, magnifiquement bien. Voilà, j'ai vraiment adoré. Je pense que ce film, il va vivre un peu avec moi quelques temps. Autrement, qu'est-ce qu'on a vu ? Il faut pas trop que je tarde si je veux pas être en retard à ma prochaine séance. Toujours sur ce thème horrifique, ce matin j'ai rattrapé Sanguine de Marion Le Correllet. Et pareil, grande réussite. Donc là on est plutôt du côté de Julia Ducournau. Bon, je vais pas vous raconter l'histoire, mais cette esthétique de l'horreur est hyper bien exploitée, je trouve. Au début, j'ai eu un petit doute parce que justement, ça ressemblait beaucoup à du Ducournau, à du Farja. Je me suis dit, oh non, encore le retour de l'elevated horror qui gentrifie le genre et qui va rien nous dire de bien précis. Mais en fait, justement, le genre est utilisé de façon très intelligente et pour dire quelque chose de la société, du travail en régime capitaliste. Et voilà, c'est un film très intelligent, très bien fait, très fun. Enfin, franchement, Sanguine, très grande réussite. À un certain regard, il y avait Le Dégel, El de Cielo, de Manuela Martelly. Et alors, c'est pas du tout le même style, c'est beaucoup moins pop, entre guillemets. Mais quelque part, j'ai trouvé que c'était aussi un film d'horreur, et un très bon film d'horreur, mais le genre de film d'horreur où les monstres n'existent pas, il n'y a pas de monstres, en fait, il y a juste des hommes en régime patriarcal. J'ai également vu du coup Une vie manifeste de Jean-Gabriel Perriot sur la critique et militante révolutionnaire, combattante révolutionnaire Michel Firck. On en reparlera, mais c'était vraiment sublime. Et bon, Thierry Frémaux, avant la séance, il était un peu en mode voilà, c'est la preuve que on dit qu'à Cannes, il n'y a pas de film politique. Quand même, voici la preuve que non, il y a quand même des films politiques à Cannes. Bon, alors certes, c'était en Cannes classique, un peu caché dans la salle Buñuel, tout en haut du palais. Mais voilà, en effet, film politique, ça fait du bien. Mais voilà, un peu comme je disais sur Le Labyrinthe de Pan, qui était aussi en Cannes classique, ces films-là, donc là qui est un film contemporain de 2026, mais qui parle de cette figure qui est décédée en 68, si je dis pas de bêtises. C'est vrai que ça nous interroge toujours sur notre contemporain. Et voilà, est-ce qu'il pourrait y avoir des figures comme ça aujourd'hui ? Et est-ce qu'on est à la hauteur de figures comme ça ? La réponse, évidemment, c'est non. Et voilà, il faut qu'on fasse mieux, je suppose. Et pour conclure ce petit point d'étape, je vais quand même revenir sur J'ai pas sommeil de Claire Denis, suivi de sa masterclass. C'était trop bien, J'ai pas sommeil, je l'avais jamais vu. Je vous encourage vivement à découvrir ce film dont j'ai pas envie de tellement parler parce que je pense que c'est bien de le découvrir sans trop savoir où ça va. Mais pour vous donner envie, je vais vous décrire cette séquence où il y a Lynn Renaud dans un gymnase en tenue d'arts martiaux qui donne un cours de self-défense à tout un groupe de dames d'un certain âge. Une séquence riche
en réplique culte. Voilà, une séquence qui, à mon avis, à elle seule justifie le film. et non, c'était vraiment un très très beau film. C'est vrai qu'en fait, je connais assez mal le travail de Claire Denis, à part Beau Travail, voilà, en tant que fan de Denis Lavant, bien sûr. Et en fait, c'est vrai qu'entre Line Renaud, entre Denis Lavant, notamment à la fin de Beau Travail, cette scène que tout le monde connaît, et aussi, donc pendant la masterclass, il y a eu tout un tas de questions sur l'art cinématographique, la technique de Claire Denis, sa façon d'écrire, de filmer. Et il y a eu la projection de petits extraits de ses films. Et alors, j'ai pas vu 35 Roms, mais ils ont passé l'extrait d'une scène de danse sur Night Shift des Commodores, qui est absolument renversante. Et c'est vrai qu'il y a un truc avec Claire Denis. Même si je pense que c'est pas ma cinéaste préférée, en dézoomant un peu et quand on regarde la structure générale des films, voilà, je sais pas si... en fait, je pense qu'elle se soucie même pas vraiment de faire une structure et de faire un objet entièrement cohérent, mais n'empêche qu'à l'échelle de scène, il y a des scènes où elle filme des corps en mouvement qui sont complètement inouïs. Et donc notamment cette scène de danse dans 35 Roms, ce dialogue commencé, interrompu, repris entre deux corps, enfin c'était vraiment sublime. Donc je vous encourage vivement à découvrir ce film, à découvrir J'ai pas sommeil et tout le cinéma de Claire Denis et les films de Guillermo del Toro, Le Seigneur des Anneaux, Fast and Furious, Shrek 1 et 2, voilà, de relire Michel Firck. Moi je cours à ma prochaine séance et vive le cinéma bien sûr. Le Festival de Cannes, c'est un peu une relation toxique avec du love bombing. Ouais, bien sûr, viens en accréditation presse, profite de toutes ces séances exceptionnelles en avant-première mondiale de l'univers, profite de la vue imprenable de la terrasse des journalistes sur le port de Cannes. Et derrière, des petites phases d'humiliation. Et par exemple, peu de gens le savent, enfin, ceux qui ne sont pas journalistes à Cannes ignorent qu'il y a une hiérarchie interne au badge presse et que moi, par exemple, j'ai le badge jaune, jaune canari, comme me l'a dit un mec de la sécurité en se foutant un peu de ma gueule. En réalité, on ne sent pas tellement la différence de statut au quotidien, dans l'accès à la billetterie ou même aux conférences de presse, mais il y a vraiment un truc symbolique. Si je veux être un peu pédant, le Festival de Cannes, c'est quand même un univers très proustien, avec des us et des coutumes qui sont vraiment solidifiés par le temps. Et du coup, cette sociabilité qui est vraiment organisée en caste, plus ou moins prestigieuse. Et voilà, il y a sûrement des très belles histoires d'ascension sociale au fil des années qui existent au sein de ce festival. Et il y a sans doute un Marcel qui a commencé avec un badge 3 jours à Cannes, tout en bas de l'échelle, tout au bout de la queue last minute, et qui maintenant a un badge rose fluo ou blanc, qui, je ne sais plus lequel représente le prestige maximal et qui peut avoir accès même aux coulisses les plus secrètes de cet étrange bâtiment, le Palais des Festivals. Et donc les relations humaines au festival, elles sont pas toujours évidentes. Il y a des très belles histoires, il y a des gens adorables, il y a des rencontres magnifiques, mais il y a aussi des rapports qui sont marqués par le sceau de ces affects éminemment proustiens
qui sont la gêne, la honte, le sentiment de ne pas appartenir, de ne pas connaître tous les codes d'une société en particulier qui a tout un ensemble de valeurs et de signes complètement ésotériques au commun des mortels. Heureusement, il y a le cinéma et il y a tout un ensemble de films dont j'avais envie de vous parler, qui mettent en scène des rencontres ou des relations humaines extrêmement lumineuses. Alors ce qui est bien avec les festivals, c'est que ça peut mettre en écho des films qui n'étaient pas voués à se rencontrer. Et il y a notamment 2 films magnifiques sur la famille choisie, la famille qu'on vit subjectivement, qu'on définit soi-même contre les définitions biologiques ou administratives de la famille. C'est Club Kid de Jordan Firstman et Quelques mots d'amour de Rudy Rosenberg. Donc dans le film de Jordan Firstman, c'est un jeune gay new-yorkais qui fait la teuf toutes les nuits dans le milieu queer underground. À un moment, sous l'effet de substances et de certaines circonstances d'une teuf, il a des relations sexuelles avec une meuf. Cut, 10 ans plus tard, il rencontre son fils, dont il est désormais le seul garant. Et donc voilà, il y a tout ce parcours assez classique, qui a toute une histoire au cinéma du père qui va apprendre à vivre avec ce fils, à aimer son fils. Et voilà, c'est un film vraiment magnifique, extrêmement émouvant, et qui propose aussi une définition en fait queer de la parentalité, de la paternité. Et voilà un film qui réussit extrêmement bien son pari. J'ai l'impression d'être un journaliste de Télérama. Je conseille à fond Club Kid de Jordan Firstman. Également Quelques mots d'amour de Rudy Rosenberg. Alors ce qui est bien avec Jordan Firstman, c'est qu'il filme et il interprète également le premier rôle dans son film. Et c'est un superbe acteur. Dans le film de Rudy Rosenberg, c'est Afzia Herzi qui est formidable, qui est stellaire. Et donc c'est un film, cette fois-ci, sur une petite fille qui vit avec sa mère. Une petite fille qui n'a jamais connu son père, et donc ça devient une obsession chez elle. Elle veut absolument retrouver cet homme, comprendre ce qui s'est passé, voilà, retrouver un papa. Et tout le cheminement du film qui est hyper bien mené, du coup par en fait tous les acteurs, toutes les actrices du film, qui incarnent hyper bien cette quête de cette petite qui va évidemment apprendre que dans une famille, il n'y a pas forcément besoin d'un papa si c'est un peu un tocard. Je signale aussi un incroyable chien dans ce film. J'espère qu'il aura la Palme Dog. J'ai pas compris si la Palme Dog, donc le meilleur chien du festival, c'était uniquement pour les films en compétition ou si ça concernait aussi en l'occurrence Un certain regard. J'ai pas pu entrer en contact avec le jury de la Palme Dog. Si vous avez un contact, n'hésitez pas à me le faire suivre. Toujours dans cette catégorie famille baroque, mené par un groupe d'acteurs au sommet. Il y a Les Matins merveilleux d'Avril Besson avec India Air, Raya Martini et Eric Cantona. Donc un choix de casting qui n'avait rien d'évident sur le papier, mais qui crève l'écran, qui fonctionne à la perfection. Une très très belle histoire d'amour à laquelle on croit à 100%, du coup, entre Raya Martini et India Air. Un film en plus baigné de pop culture, de disco, de chansons françaises, de scènes de karaoké, puisque Les Matins merveilleux, ce sont des paroles de l'histoire d'un amour de Dalida. Franchement,
un magnifique film, j'espère qu'il aura une belle distribution, une belle vie en salle, un beau succès. Toujours une rencontre impromptue, il y a du fioul dans les artères de Pierre Le Gall, dans lequel deux chauffeurs routiers, donc un Français, Étienne, et un Polonais, Bartosz, se croisent au hasard d'un cruising de chauffeurs donc, qui font une pause sur une station de repos, et dans le petit bois à côté de l'autoroute, il y a donc du cruising de ces chauffeurs qui sont seuls, qui cherchent un petit peu de compagnie. Et là, Étienne rencontre Bartosz. Problème, évidemment, le chauffeur polonais est beaucoup plus exploité. Il a des trajets beaucoup plus longs à faire pour beaucoup moins d'argent. Et donc, c'est un peu compliqué pour eux de se retrouver. Il y a tout un jeu comme ça, un peu tragique. C'est tout un truc de se retrouver, de se rencontrer, d'être ensemble. Et voilà, comme dans tous les films, toutes les histoires d'amour, cette mise en question, voilà, est-ce qu'on veut vraiment être ensemble? Est-ce qu'on veut faire famille? Là aussi, il y a une question autour de la famille. C'est quoi la famille avec Étienne, qui, à cause de son boulot de routier, ne peut pas avoir de vie de famille? Sa sœur a un enfant, donc il joue un peu comme ça le rôle du tonton absent. Mais voilà, ça commence à le travailler au fil du film et de sa relation avec Bartosz. Et voilà, le film est peut-être un peu inégal par moment, mais le final est vraiment hyper beau. Autre film hyper beau qui a été déjà encensé par vraiment toutes les critiques que j'ai vues, il n'y a aucune voix discordante, c'est La Gradiva de Marine Atlan, donc un des films que j'attendais le plus sur une classe de lycéens qui se rend en voyage scolaire à Pompéi. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire à part que c'est vraiment un film magnifique. Magnifique, déjà sur le plan esthétique. Et peut-être ma critique, c'est que c'est peut-être même un peu trop beau par moment, c'est-à-dire qu'il y a évidemment Marine Atlan qui est chef opératrice à la base, elle nous fait en permanence des plans spectaculaires de Naples, de ses personnages, etc. Et en fait, par moment, limite, ça me met un peu hors de l'intrigue, hors de l'empathie avec les personnages, d'être tellement ébahi à chaque instant par la beauté du film. Et tous ces jeunes qui sont beaucoup trop stylés, en fait, ils sont tous extrêmement stylés. Même les personnages qui, dans l'intrigue, sont supposés pas être stylés, en fait, ils sont stylés. Et voilà, j'ai envie de dire, c'est peut-être là où j'ai un petit problème de suspension de l'incrédulité. Mais autrement, c'est vraiment un film merveilleux, et notamment la fin. Voilà, rien à dire sur cette fin absolument magnifique. Il y a des moments d'une vérité vraiment criante quand la prof essaye de faire un cours sur Pompéi, et que voilà, il y a des élèves qui perturbent, et il y a vraiment un travail à la fois d'écriture et de jeu qui est hyper subtil sur la façon qu'a la prof de faire cours, la façon qu'ont les élèves d'interrompre, de rigoler, de réfléchir vraiment, l'espèce de métaphore derrière de Pompéi, de la ville qui a été absolument dévastée. Il y a un rapport en fait dans le film très romantique à la catastrophe de Pompéi qui devient une catastrophe subjective. J'ai pas envie d'en dire trop, mais puisqu'on est un podcast culturel, un des trucs que je trouve intéressant, c'est l'intertextualité qui est jamais vraiment élucidée. Avec La Gradiva de William Jensen, qui est un court roman allemand qui a été notamment commenté par Freud, sur un jeune archéologue qui tombe amoureux d'un bas-relief d'une jeune femme de Pompéi, et qui va vraiment être obsédé par cette image, et qui va aller à Pompéi
et en fait rencontrer cette femme en chair et en os. Et il y a tout un délire, voilà, pour parler le langage freudien qui va s'établir, et cette espèce de quête comme ça d'un idéal dans cette ville disparue. Et voilà, c'est un peu le chemin d'un des personnages du film qui en fait a juste soif d'idéal, qui est juste un poète quelque part, et voilà, qui va un peu au bout de cette idée qu'il se fait à un moment de quelque chose qui est tout à fait imaginaire. Et ce que je trouve intéressant, peut-être qu'il faudrait que j'en parle avec Marine Atlan si elle veut bien me parler. Marine, si tu m'écoutes, c'est que le roman, en fait, il est assez drôle. Ce personnage-là, en fait, il y a un côté assez comique de ce personnage qui s'imagine des choses sur cette femme pompéienne dont il tombe amoureux, alors que dans le film, il y a un côté beaucoup plus tragique de ce personnage qui prend ça beaucoup plus sérieusement. Voilà, encore une fois, une fin époustouflante. Voilà. J'ai vu également quelques films en compétition. Je suis pas hyper convaincu pour le moment par la compétition. Le dernier film que j'ai vu, c'était Garance de Jeanne Herry. C'était très chouette, franchement. Très beau film sur l'alcoolisme. On en parlait avec des collègues en sortant de la séance. Il y a un côté très didactique sur l'addiction, sur le rapport qu'on peut avoir à l'addiction, comment c'est vécu, voilà, quoi dire, quoi pas dire, quoi faire. Mais c'est pas une mauvaise chose. Et je pense que c'est bien que ce film existe et que ce film soit montré le plus possible. Voilà. Hier, c'était Paper Tiger de James Gray. Film qui m'a pas totalement emmené avec lui, mais Adam Driver absolument génial dans ce rôle. Et voilà, surtout Adam Driver. Et puis peut-être pour finir quand même sur une note littéraire, j'ai vu Mémoire de fille de Judith Godrèche, adapté donc d'Annie Ernaux, d'un livre absolument génial d'Annie Ernaux. Je crois que c'était le premier Annie Ernaux que j'ai lu moi, et que je vous recommande à 2000%. Mais justement, le film souffre un peu de la comparaison, et la comparaison est établie d'emblée, puisque en fait le récit cadre, c'est vraiment Annie Ernaux qui lit son propre livre en public. Et en fait, rien que là, il y a des incohérences, puisque à la fin, elle dit notamment, donc c'est une citation du texte que je paraphrase, ce texte aurait pu être une simple relation des faits qui me sont arrivés, des différents détails, etc. Or, le film, c'est exactement ça. C'est une simple relation des faits, tandis que l'intérêt précisément du livre d'Annie Ernaux, c'était de revenir sur cette jeune fille qu'elle était à 17 ans en 1958, mais depuis sa perspective d'aujourd'hui, qui essaye de comprendre avec toute cette distance incommensurable qui fait que c'est impossible de comprendre qui on était à cet âge-là, et d'autant plus à cette époque-là, en particulier donc dans une relation avec un homme plus âgé, teinté de coercition, mais évidemment, à la fin des années 50 en France, on ne pensait pas du tout à ces questions-là de consentement, de viol, etc., dans les mêmes termes qu'aujourd'hui. Et donc ça, c'est toute la tension du texte qui est dans l'opposition constante entre notre présent, notre façon contemporaine de percevoir les choses, et en particulier les rapports de genre, et cette histoire dans les années 50. Or, ce que fait le film précisément, c'est simplement de nous montrer ce qui s'est passé
dans les années 50 sans le mettre en perspective, ou alors en fait le commentaire politique du film il réside dans des simplifications, dans des façons de vraiment insister sur le fait que waouh, ce mec c'est vraiment un connard, il va balancer des phrases horribles, cette relation c'est clairement du viol. Et par ailleurs l'héroïne elle apprend très très vite à formuler sa situation en termes féministes qui sont un petit peu anachroniques, alors que dans le texte d'Annie Ernaux, les choses sont beaucoup plus troubles. Et c'est un peu ça aussi qui fait l'intérêt de ce texte. Cela dit, dans le film de Judith Godrèche, il y a une lecture de Rimbaud. Donc j'ai pensé bien sûr à Alix Stéphane et à son Découvrir Rimbaud. Je vous invite à écouter l'épisode spécial d'Intertexte qu'on a fait à l'occasion de la sortie de ce livre. Et cette scène de lecture de Rimbaud, pour le coup, ce texte est hyper bien interprété, donc ça faisait plaisir, même si j'ai pas entièrement compris ce que ça faisait dans ce film. Mais voilà un peu ce que j'ai vu ces derniers jours. Et je voulais finir en souhaitant force au jury de la Queer Palm, parce que honnêtement, entre la Gradiva, du fioul dans les artères, les matins merveilleux et Club Kid notamment, qui feraient tous une magnifique Queer Palm, qui sont des représentations vraiment belles, subtiles, intelligentes de la queerness. En vrai, Garance de Jeannery aussi, il y a, comme dans la petite dernière, l'année dernière, une scène à la mutinerie avec Nana Benhammer, je sais plus si elle est derrière le bar ou au platine, mais bon, c'est intéressant de revoir ce retour de certains lieux, ce retour de certains visages. Voilà, Raya Martini qui apparaît également dans plusieurs films que j'ai cités. Donc voilà, une très belle année quand même à Cannes pour le cinéma queer, et donc bon courage pour choisir entre toutes ces magnifiques propositions. Allez, j'ai encore un film, il est 21h40. C'est tout pour aujourd'hui, en tout cas en termes de podcast. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles critiques subjectives, bien sûr, et sujettes à caution. Quelques nouvelles de la Croisette. Je sors du Almodovar, qui était sympathique, comme d'habitude, iconique. Il arrive à sublimer ses actrices comme nul autre. Mais un scénario assez peu inspiré. En fait, Almodovar, c'est un peu son personnage de réalisateur acclamé de partout, prestigieux, qui a déjà fait ses grands films et qui sait pas tellement quoi dire dans son nouveau film, comment le finir, quoi inclure, etc. Donc c'est un film un peu rhapsodique. C'est une manière de dire que ça va un peu dans tous les sens. Mais voilà, pas un mauvais moment, mais pas non plus une œuvre extraordinaire. Est-ce qu'il va recevoir la palme pour couronner sa carrière ? Peut-être, vu aussi l'état de la concurrence, parce que honnêtement, là, dernièrement, les films en compète, ils m'ont pas convaincu de fou. Et en premier lieu, L'inconnu de Arthur Harari, qui, du coup, pour ma part, est une déception. Comme je disais, j'en attendais beaucoup par rapport à la BD que j'avais adorée. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de très bonnes idées qui étaient dans la BD qui ne sont pas reprises ou pas très bien reprises, pas très bien traduites dans le film. Après, je ne sais pas exactement ce qui m'a déplu. Probablement en partie le rythme, très très lent. Je ne suis pas par principe opposé aux films lents qui prennent le temps d'établir une ambiance, etc. Mais là, j'ai juste pas compris pourquoi cette lenteur
qui pour ma part a été un peu hypnotique. Voilà, un peu envie de me taper une sieste devant ce film. Je pense que c'est aussi dû à certains critères complètement irrationnels. Voilà, le cinéma, c'est une affaire de désir et quand on filme des corps, quand on filme des acteurs, c'est aussi que on essaye de capter une aura à laquelle on est sensible ou pas. Et là, en l'occurrence, en particulier Nils Schneider, je l'ai trouvé complètement pas adapté à ce rôle. Voilà, ou peut-être que c'est moi qui ai un problème avec cet acteur-là, qui ne suis pas sensible à son charme, à son aura. Je pense que c'est vraiment un truc qui n'est pas rationnel. Mais ouais, je ne l'ai pas trouvé convaincant du tout dans ce rôle-là. Et c'est la deuxième fois dans ce festival, puisque j'ai également vu le film de Géraldine Nakache où il a un rôle très important. Et ouais, je pense qu'il y a un truc qui passe pas entre moi et Nils Schneider, malheureusement. Autrement, j'ai remarqué une convergence thématique dans certains des films en compétition que j'ai vus dernièrement, en particulier Gentle Monster de Marie Kreutzer et Fjord de Christian Mungiu. C'est cette question de l'enfance et de la protection de l'enfance qui est sans doute un peu dans notre zeitgeist en ce moment avec l'affaire Epstein et voilà, tout un tas d'actualités et d'événements qui posent cette question avec une acuité particulière. Mais il m'a semblé, moi, que ces deux films échouaient en fait à vraiment se confronter à cette question et restaient beaucoup en surface en fait. Avec cette façon pour les deux films de traiter cette question par la marge, avec ce choix pour Gentle Monster de se focaliser sur une proche de personnes soupçonnées, disons, pour ne pas non plus tout vous révéler de ce film. Et Fjord se focalise plutôt sur le processus judiciaire, administratif, là aussi autour de certaines accusations dont on ignore si elles sont avérées ou pas. Et en fait, dans les deux cas, il m'a semblé que notamment la perspective des enfants était relativement absente. Elle existe un peu dans Fjord. D'ailleurs, il y a une très belle histoire, on va dire, de complicité. Là non plus, j'ai pas envie de tout vous révéler, qui est, je pense, la plus belle réussite de ce film. Mais par ailleurs, oui, il y a une façon de rester en surface qui m'a un peu dérangé. Et Gentle Monster, c'est un film qui m'a vraiment mis mal à l'aise, qui a créé cet affect. On se sent un peu sale, on se sent un peu nauséeux à la fin de ce film, et je pense que c'est tout à fait volontaire, et je pense que c'est un affect qui peut être productif pour réfléchir à cette question et pour la mettre en lumière et y sensibiliser. Mais par ailleurs, j'ai pas très bien compris où le film voulait en venir et qu'est-ce qui était dit en fait de ce problème-là, de même dans Fjord. Il y a une ambiguïté un petit peu gênante, en particulier vis-à-vis de toute cette administration de protection de l'enfance qui est vraiment représentée d'une manière extrêmement antipathique. Et voilà, ça m'interroge à minima. Donc bien sûr, c'est des problèmes très délicats et je pense qu'il faudrait revoir les films avec ces questions en tête pour proposer une analyse vraiment pertinente du traitement de cette question dans ces deux films et pourquoi ces deux films échouent à vraiment la traiter. Mais voilà, c'est les impressions que j'ai à ce stade. Et voilà, ça m'a fait réfléchir à cette question de l'enfance, de la jeunesse dans les films, qui est pas du tout évidente
à représenter, et notamment cette perspective de l'enfant, cette possibilité qu'a le cinéma de se mettre à hauteur d'enfant, comme disait Céline Sciamma pour parler de son film Tomboy. C'est quelque chose qui est très compliqué, et notamment pour des réalisateuristes qui sont un peu loin de leur enfance. Et j'ai pensé à ça aussi en lisant le dossier de presse de Une vie manifeste de Jean-Gabriel Perriot, dont je vous ai déjà parlé. Et à un moment, il évoque le fait que Michel Firck débarque à Cuba. Et là-bas, elle se rend compte que tous les cinéastes, ou presque, toutes les personnes qui travaillent dans le cinéma, ont moins de 30 ans. Et Perriot dit, être un jeune cinéaste en France, ça n'existe alors pas ou très peu. Comme aujourd'hui, un ou une jeune cinéaste fait son premier long à 40 ans. Et voilà, c'est vrai que ça interroge cette relative vieillesse de la profession, qui fait que c'est sans doute compliqué de représenter des jeunes, d'avoir accès à la perspective des jeunes, à leur voix dans le cinéma. Et donc ça m'a fait reconsidérer à la fois La Gradiva de Marine Atlan, qui je pense définitivement est vraiment une belle réussite sur cette façon de filmer les jeunes, de capter leur sensibilité, leur subjectivité, de les faire parler d'une manière qui est pas seulement réaliste, mais à mon avis qui à certains égards est réelle en fait. Et par contre j'ai repensé à Sanguine, et plus ça passe et moins je suis convaincu par le final de Sanguine, qui justement, enfin même si c'est sans doute un gag et il faut peut-être pas réfléchir plus loin que ça, mais il y a une façon de penser la question du travail uniquement sous l'angle des générations, des jeunes contre les vieux, quand c'est évidemment un système capitaliste qui regarde pas l'âge. Et donc oui, j'ai dit que le film était très intelligent. Je suis moins sûr par rapport à la fin, même si, encore une fois, il y a une intelligence de la mise en scène et de la direction d'actrices. Et notamment, Mara Taquin et Kim Michelin sont absolument géniales dans ce film. Et j'espère que c'est des comédiennes qu'on reverra partout bientôt. Et pour conclure la chronique d'aujourd'hui, je voulais quand même parler d'un autre film sur l'enfance, qui est, je pense, le meilleur film que j'ai vu ces derniers jours. Le Corset de Louis Clichy, Un certain regard, un film d'animation. Et ça fait plaisir d'avoir un film d'animation. Je pense que c'est le seul film d'animation, que ce soit dans toute la sélection officielle en fait, compétition et Un certain regard, et peut-être même les séances spéciales. En tout cas, c'est vrai qu'il y a cette rareté du cinéma d'animation au Festival de Cannes, qui est une question en permanence, et en présentant le film, Thierry Frémaux l'a rappelé. C'est vrai que c'est une forme de cinéma qui reste encore marginale à de nombreux égards, et en particulier ici à Cannes. Or, ce film-là est vraiment génial et prouve en fait par l'exemple que le cinéma d'animation, c'est du cinéma qui peut être d'une qualité exceptionnelle, et je pense meilleur que de nombreux films en compétition cette année. Et d'ailleurs, je pense que c'est dommage que Arthur Harari n'ait pas choisi l'animation pour L'Inconnu. Je pense que ça aurait permis d'être un petit peu plus proche de certaines intuitions de la BD, et je pense que le rendu final aurait été bien meilleur. Du coup, Le Corset, je vous lis le petit résumé sur le site du festival. Dans une ferme au cœur de la Beauce, Christophe, 11 ans, règle ses pas sur ceux de son père. Mais à l'école, à la maison, sur le tracteur, Christophe penche et tombe. Il est obligé de porter un corset pour filer droit. Tandis que la ferme traverse des moments difficiles, Christophe grandit comme il peut. Il découvre la musique et fait la rencontre de Clara, avec qui tout semble devenir possible. Et donc ouais, c'est un film en fait qui est à hauteur d'enfant, comme je disais, qui est très siamesque par moments, dans le meilleur sens du terme. Et venant de moi, c'est vraiment un énorme compliment. Et ouais, c'est un film qui en fait, tout en délicatesse, tout en fluidité, parvient
à toucher une multiplicité de sujets, une multiplicité de registres. Donc voilà, c'est sur cet enfant qui a un problème de dos et donc qui doit être redressé. Et l'animation, c'est vraiment parfait pour capter ce corps qui dépasse, qui penche, qui rentre pas dans les cases. Et voilà, et en fait, c'est un peu ça aussi l'enfance et ce moment un peu charnière du passage de l'enfance à l'adolescence, à être obligé de grandir et de trouver un peu sa place dans un monde qu'on comprend pas forcément, avec du coup cet impératif du travail, donc là le travail agricole, dont le personnage comprend pas tous les tenants et les aboutissants au début du film, et dont il est bien obligé à cause des difficultés de la ferme de s'intéresser à ça et d'apprendre beaucoup de choses. Il découvre une vocation pour la musique, c'est vraiment magnifique cette façon d'amener ça. Il découvre l'amour là aussi, des scènes vraiment géniales et l'animation est vraiment au service de cette histoire, à la fois pour raconter d'une façon vraiment hyper convaincante une histoire naturaliste d'un petit garçon à la campagne, d'une petite société rurale. C'est vraiment hyper bien fait, hyper convaincant, et à la fois du coup ça permet des envolées poétiques, surréalistes qui sont brillantes. Enfin vraiment, Le Corset de Louis Clichy, je pense que c'est un des meilleurs films du festival, et c'est de l'animation, et on a envie de voir plus d'animation au Festival de Cannes. J'ai raté la séance de minuit de Jim Quinn, mais je pense que c'était très bien aussi. Voilà, vive l'animation, vive le cinéma. Thierry Frémaux, si tu m'écoutes, je suis toujours disponible pour animer Cannes Classiques de Shrek 1 et 2. Appelle-moi. Voilà, bonne soirée les cinéphiles, à très vite. Un festival de Cannes, c'est long et c'est court. Ça dure toujours, on s'en souvient. Et là, en l'occurrence, on est à quelques heures de la cérémonie de clôture du 79e Festival de Cannes. Et je vais vous parler pour la dernière fois de quelques-uns des films que j'ai découverts ces derniers jours. Je ne sais pas si j'ai un pronostic pour la Palme d'Or. En réalité, j'ai vraiment pas vu tous les films de la sélection. J'en ai vu 13 sur 22. Donc il y a beaucoup de pépites, sans doute que j'ai pas encore vues, notamment le Hamaguchi et le Sorogoyen, dont on m'a dit beaucoup de bien, et voilà, qui sont peut-être des candidats sérieux pour obtenir des prix ce soir. Le dernier film que j'ai vu, c'était Histoire de la nuit de Léa Mysius, que j'ai trouvé absolument excellent, en fait, assez irréprochable comme film, tant dans le scénario qui est vraiment hyper tenu, vraiment un thriller extrêmement efficace, du coup adapté de Laurent Mauvigné. C'était pas du tout une évidence d'adapter ce roman de 600 pages en un thriller de moins de 2 heures, mais je trouve que c'est une réussite exceptionnelle, donc du point de vue du scénario, du point de vue de la mise en scène qui est sublime, du point de vue de la direction d'acteurs, tous les comédiens, toutes les comédiennes sont parfaites dans leur rôle, des choix extrêmement judicieux, tout le monde est au max, donc à ce stade ce serait peut-être ma Palme d'Or en tant que personne qui a vu à peu près la moitié de la sélection. Tant qu'à choisir, peut-être ce film-là. Les films dont on parle beaucoup ces derniers jours sur la croisette, c'est aussi en fait un triangle de films de guerre qui m'ont moi aussi beaucoup impressionné. Donc je parle de Notre Salut d'Emmanuel Mar, La Bola Negra des Ravières, comme on les appelle, et Cowards de Lucas Dont. Et ces trois films audacieux et qui, je trouve, se répondent pas mal dans leur audace, et qui font notamment tous les trois, même si c'est peut-être à un endroit différent, mais le choix de l'ultra contemporain. Et donc notamment dans La Bola Negra et Cowards, je me suis dit à plusieurs moments, tiens, ces acteurs-là, ils ont vraiment des iPhone faces, comme on dit de nos jours, c'est-à-dire, c'est ce qu'on dit pour parler d'actrices dans des films d'époque, en se disant en fait c'est pas réaliste, ils ont pas la tête, en l'occurrence de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale, ça se voit que c'est des têtes qui ont connu les iPhones, mais justement je trouve que ça permet une forme de proximité extrême avec ces périodes-là qui
qui nous dit qu'en fait, ces périodes-là, c'est notre présent. Et y compris dans la direction d'acteur, dans ces deux films, et notamment dans Coward, il y a un parti pris de pas du tout dater l'intonation, par exemple, ou le jeu, de pas jouer avec des voix des années 1910-1920, mais de vraiment les faire jouer comme si c'était des jeunes d'aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, qui connaissent les iPhones. Et c'est également quelque chose qui est très très frappant dans Notre Salut, donc c'est un film qui a déjà beaucoup été discuté, mais ce choix de prendre cette histoire de collaboration par le banal, par le quotidien, par des conversations de tous les jours, et voilà, comme si c'était une conversation qu'on surprenait aujourd'hui au bureau ou aujourd'hui à un cocktail. D'ailleurs, c'est quelque chose à quoi je suis très sensible, notamment au Festival de Cannes. Les films projetés ici, donc dans des circonstances quand même exceptionnelles, et qui offrent une sorte de miroir à la situation de projection. Et ça, j'ai senti ça très fort au tout début de Notre Salut, avec ce cocktail où le champagne coule à flot, et voilà, tout le monde a des conversations un peu mondaines. Et voir ça à Cannes, bien sûr, ça crée un effet miroir assez saisissant. Et voilà, en sachant que ça parle de la collaboration, ça parle de Vichy, avec ce hors-champ de la catastrophe absolue de la Shoah. Et pendant ce temps, il y a ces gens-là qui ont des petites conversations en faisant péter le champagne et en mangeant des petits fours. C'est évidemment quelque chose qui nous parle de nous aujourd'hui, à Cannes aussi, et c'est un des paradoxes de ce festival. Voilà, dans le monde dans lequel on vit, est-ce que le cinéma a vraiment ce pouvoir-là ? Est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Est-ce que c'est pas un peu indécent de passer 10 jours sur la Côte d'Azur à voir des films, à parler de films, à profiter à plein de nos privilèges d'occidentaux ? Voilà, c'est intéressant, à minima, quelles que soient les réponses qu'on donne à ces questions, d'avoir des films qui nous offrent ce reflet-là. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de films de guerre cette année au festival. Et voilà, cette instabilité du monde qui est reflétée, qui est interrogée par le cinéma. Alors parmi ces trois films que j'ai beaucoup aimés, donc Coward, La Bola Negra et Notre Salut, c'est Notre Salut qui est le plus radical dans son choix justement de l'anti-spectaculaire et presque de l'anti-cinématographique. C'est quelque chose qui a été dit en conférence de presse. Il y a Swan Arlo qui blaguait à moitié en disant que en fait, ces plus grands moments d'acting dans le film ont été coupés. Les moments où il y a des larmes, où il y a des montées en intensité. Apparemment, c'est un film qui a beaucoup été improvisé. Il y a des moments sans doute écrits, mais il y a une latitude très clairement qui est laissée aux comédiens. Et Swan Arlo disait que justement tous ces moments d'intensité dramatique, d'intensité de jeu ont été coupés par le réalisateur pour ne garder que justement ces moments banals et qui font la banalité du mal. Et donc c'est un choix assez passionnant, c'est un objet cinématographique qui ne cède à aucune facilité, quitte à être en fait un peu âpre, un peu inaccessible. Et en effet, qui est un objet cinématographique sans doute très français. C'est peut-être lié à ce que je disais au tout début du festival sur le francocentrisme par endroit de ce festival. Et là, il y a un peu la sensation que c'est un film assez fondamental, je pense, pour le cinéma français, dans la mesure où il nous met face à un déni collectif, celui de la collaboration, tout en faisant profondément écho à notre moment politique le plus actuel. Il y a beaucoup de gens déjà qui ont rapproché certaines séquences de l'idéologie macroniste, avec cette survalorisation du travail, puisque c'est cet individu, le personnage principal, en fait il travaille dans le département du travail, en gros du gouvernement de Vichy, et il y a cette idée de remettre les chômeurs au travail, cette idée de après 3 offres d'emploi, tu es obligé de prendre ce travail-là, voilà, des choses qui nous rappellent des souvenirs et en fait qui nous semblent très très proches, et c'est toute l'idée du film.
Cela dit, en effet, dans un festival international, je ne sais pas si ce film pourra toucher un jury composé d'actrices, de réalisatrices et de cinéphiles de toutes origines. Mais il y a des choses très très fortes dans ce film, et notamment la séquence de montage d'images d'archives, de défilés pétainistes, fascistes, sur la chanson Live is Life de Opus. J'ai trouvé ça vraiment brillant. Et je trouve que c'est une très belle intuition d'utiliser cette chanson-là en fait pour représenter le fascisme, dans la mesure où c'est une chanson d'un groupe autrichien, il me semble, écrite en anglais dans les années 80 ou 90, et avec cette espèce d'inanité dans les paroles qui veulent un peu rien dire, qui en gros chantent les louanges de la musique en live. Mais il n'y a un peu rien à comprendre dans ces paroles qui existent que pour leur valeur rythmique. Voilà, c'est une chanson qui a l'air de dire quelque chose, mais en fait c'est du pur rythme, de la pure énergie. Et je trouve que ça reflète très bien ce que c'est en fait que le fascisme, et que cette énergie fasciste dans les défilés ou ailleurs. Et voilà, je trouve que c'est un des usages très très fins qui ont été faits de chansons pop sur la Croisette cette année. Je suis toujours très sensible à l'usage de chansons au cinéma. Je trouve que ça permet toujours de dire des choses de manière plus ou moins détournée quand c'est bien fait, de manière très efficace. Alors quelques autres films que j'ai découverts ces derniers jours et que j'ai appréciés. Il y avait à la quinzaine des cinéastes le dernier Bruno Dumont, Les Roches Rouges, qui suit donc des enfants dans le sud de la France, pas très loin de Cannes, qui vivent des aventures, qui montent sur des rochers pour sauter dans la mer, et là-dessus il y a une petite histoire d'amour entre enfants. Et voilà, c'est un film qui a ses défauts, mais je trouve qu'il y a toujours quand même un côté vraiment fascinant du cinéma de Bruno Dumont, qui est vraiment comme aucun autre. Et là, rien que le choix de filmer des enfants en si bas âge, de rester pour le coup tout le film à hauteur d'enfant. Et voilà, il y a ce truc aussi chez Bruno Dumont de la proximité, notamment dans son choix de comédien, c'est-à-dire de ne pas choisir des acteurs professionnels, mais des personnes de la vraie vie, des personnes qu'on croise tous les jours, et de s'engager comme ça un peu radicalement dans le sens d'un hyper-réalisme. Voilà, j'ai beaucoup apprécié ça, et aussi je pense que c'est significatif le fait de voir ce film à Cannes, qui a été tourné, je pense, à quelques kilomètres d'ici, et reconnaître le train Zoo, le train régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est ça ? Le train régional de la région PACA, que je prends tous les matins pour me rendre au festival. En fait, rien que ça, le fait d'accorder en quelque sorte une dignité cinématographique à ce qui fait la matière de la vie de tous les jours, en fait, qui est regardé par aucun autre cinéaste. Voilà, c'est la première fois que j'ai vu un train Zoo dans un film. Ça peut paraître complètement con comme critère, mais voilà, moi, je trouve que c'est intéressant, et c'est quelque chose qui me touche, malgré que c'est un film, là aussi, qui propose un geste radical, et donc qui n'est pas forcément hyper accessible, et qui a visiblement été fait avec assez peu de moyens, mais qui est un objet cinématographique qui a le mérite d'exister. Dans la catégorie très beau film de rencontre, il y a aussi The Man I Love de Ira Sachs, un film qui a un côté, j'ai envie de dire fatalement, très bourgeois new-yorkais, mais un film très très beau, très juste, et très en retenue pour parler du sida. Je trouve que c'est fait de manière extrêmement subtile et vraiment très belle. Et là aussi, il y a une façon de passer par la chanson, puisque le personnage campé par Rami Malek, c'est un acteur qui joue dans des pièces musicales, donc il chante beaucoup tout au long du film.
Et je trouve que là aussi, ça fait passer l'émotion, ça traduit des choses de l'intrigue d'une manière très très belle et très très juste. Et d'ailleurs, à la fois dans le film de Ira Sachs et dans le Lucas Don't, il y a des très belles scènes de travestissement qui permettent d'insister, en fait, on connaît ça par cœur, mais sur le côté performatif, le côté construit du genre, et cette idée que le genre, en fait, c'est copier des modèles, copier des attitudes, des mouvements, et ça passe par des choses qui sont absolument pas naturelles, comme le vêtement, le maquillage, l'épilation, etc. Et je trouve que dans ces deux films, il y a des scènes qui montrent ça avec une clarté salutaire. Je voulais aussi mentionner un film que j'ai pas du tout vu médiatisé, qui a été présenté en Cannes Classics. Donc Cannes Classics, c'est pas que des vieux films restaurés, c'est aussi des films sur le cinéma. Et donc il y avait un film qui s'appelait Dernsey sur Bruce Dern, réalisé par Mike Mendes. Et Bruce Dern, c'est un acteur en fait que j'ai vu, puisqu'il a joué un nombre incalculable, notamment de second rôles, par exemple chez Tarantino, mais voilà, dans beaucoup de films des années 60-70. Et c'est par ailleurs le père de Laura Dern. Et en fait, c'est un film assez classique quoi, dans sa structure. Récit chronologique, linéaire, interview, face caméra. Ça pourrait être un documentaire Arte. Mais j'ai trouvé ça très très touchant de parler de la carrière du coup de cet acteur qu'on connaît assez mal. Enfin, je parle pour moi, mais de relier en fait tous ces points pour construire la filmographie de cet acteur qui a en fait jusqu'à très tard pas vraiment eu de grand premier rôle. Et ça aussi, je trouve ça assez touchant, même si c'est un truc assez américain, American Dream, genre si tu veux, tu peux, la vie c'est un marathon, mais n'empêche que j'ai trouvé ça assez touchant, cet acteur longtemps cantonné au second rôle qui s'accroche, qui insiste pour imposer sa vision artistique, qui est extrêmement apprécié par ses pairs, par les réalisateurs avec qui il travaille. Et peut-être la plus belle chose du film, c'est cette relation bien sûr avec sa fille, elle aussi actrice, et comment il y a cette relation de confiance et de travail qui se noue. Et voilà, il y a des choses très très belles, et c'est un film que je conseille absolument, un film qui fait du bien, un film qui fait croire au cinéma, même si voilà, j'ai conscience des limites de récits biographiques. C'est Bourdieu qui parlait de l'illusion biographique, et en fait de commencer un récit biographique en sachant, en connaissant la fin. Et donc voilà, bien sûr, il y a une forme de mauvaise foi là-dedans, mais j'ai trouvé que c'était un film vraiment feel good, et au milieu de ce festival qui n'est pas toujours évident, avec des sujets graves, ça m'a vraiment fait du bien, donc je vous le recommande à 100%. Et donc au crépuscule de ce festival, je pense que mes vrais coups de cœur, ils n'ont pas été en compétition officielle. C'était notamment Teenage Death and Sex at Camp Miasma de Jane Schönbrunn, qui a gagné d'ailleurs la Queer Palm. Bravo Jane, c'est mérité. Même si encore une fois la concurrence était vraiment rude pour la Queer Palm cette année. Je retiens bien sûr la Gradiva de Marina Atlan, qui a gagné là aussi le Grand Prix de la Semaine de la Critique, et qui est, je crois, un des favoris pour la Caméra d'Or, donc c'est tout ce qu'on lui souhaite. Je retiens le magnifique Le Corset de Louis Clichy, qui a également gagné un prix en fait à un certain regard. Donc voilà, il y a quand même si c'est pas des films en compétition officielle et qu'on peut s'interroger sur pourquoi ils sont pas en compétition officielle, il y a quand même une reconnaissance dans les sections parallèles qu'on peut saluer. Et enfin, je retiens Club Kid, qui pour le coup est reparti bredouille à un certain regard, mais qui, je crois, a connu une appréciation du public très très forte, et qui a trouvé, il me semble, un distributeur, qui va connaître, je crois, un beau destin en salle. Et voilà, j'espère que le succès sera au rendez-vous, mais je pense qu'il n'y a vraiment pas de raison. Alors pour ma part, c'était un très beau festival de Cannes, même si à la fin, il y a toujours un peu l'amertume de se dire qu'on aurait pu faire plus.
Je ne sais pas si j'aurais pu voir plus de films, mais peut-être rencontrer davantage de personnes, interviewer davantage de cinéastes, même si j'ai fait 3 belles interviews sur 3 beaux films. Des films qui sont tous un peu à la marge de ce festival, chacun à leur façon, même si, voilà, encore une fois, on peut critiquer la compétition, on peut se dire tiens, pourquoi tel film n'a pas été en compétition, n'empêche que c'est quand même 3 films qui étaient présents à Cannes, que j'ai découvert à Cannes et voilà, qui ont été honorés ici à Cannes. Donc encore une fois, ça fait un peu partie de cette relation toxique avec le festival, de le critiquer, de se dire en fait telle œuvre aurait pu avoir une place encore plus centrale, mais n'empêche qu'elle est là et n'empêche que on la découvre ici dans des conditions vraiment optimales. Donc merci Cannes finalement. Et voilà, c'est un festival qui a aussi pris une couleur très politique en cours de route par rapport à cette affaire de Canal+, Zappé Bolloré, les diverses lettres et pétitions qui ont été échangées au cours du festival. Et voilà, je pense que ça doit nous rappeler que l'art, c'est forcément politique, même si ça paraît complètement détaché, puisque voilà, le festival, c'est un peu un monde hors du monde. Et là, j'appréhende un peu, pour être honnête, le retour au réel. Mais voilà, le cinéma, c'est éminemment politique. C'est d'ailleurs pour ça que ça intéresse Vincent Bolloré de détruire Canal+, et la richesse de la production du cinéma français. Et c'est pour ça que c'est important de la défendre. Voilà, c'était le dernier festival de Cannes sous Macron. On se retrouve l'année prochaine pour ce qui, j'espère, ne sera pas le premier festival sous l'extrême droite. Force à tout le monde et à très bientôt pour de nouvelles aventures.